bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence grand public sur le thème de l'hydrogène. C'est le deuxième rendez-vous de cette partie digitale du forum Hydrogen Business for Climate Connect. Alors, on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment, mais vous posez sans doute beaucoup de questions. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les usages? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de l'hydrogène et pourquoi on investit autant dans ce domaine? Eh bien, au bout d'une heure et demie, vous aurez la plupart des questions, des réponses, en tout cas aux questions qu'on se pose, et on a tous les experts nécessaires ici pour y répondre. Sans plus tarder, j'aimerais saluer la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, qui est en ligne avec nous. Elle était là dès ce matin pour la première conférence. Bonsoir Madame Dufay. Ce qu'on peut rappeler peut-être en préambule, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté entend être neutre sur un plan carbone. Vous m'entendez ? Il faut activer le micro. Est-ce que Madame Dufay nous entend? J'ai des coupures. Hein. J'ai des coupures. Alors je repose la question. Je disais que la région Bourgogne-Franche-Comté entend être neutre sur un plan carbone. C'est une belle ambition. Ah ben, nous entendons nous départir le plus possible des énergies fossiles. Et où utilise-t-on le plus les énergies fossiles? C'est dans les transports, avec le pétrole, et puis c'est dans les bâtiments, avec toute l'énergie que nous dépensons à nous chauffer. Donc il faut absolument engager un mouvement pour remplacer les énergies fossiles par des énergies vertes. Et l'hydrogène est le vecteur d'énergie particulièrement vertueux puisqu'il ne dégage aucun gaz carbonique. Donc, pouvoir avoir dans notre région une longueur d'avance, parce que depuis des années, des chercheurs dans notre université de Franche-Comté, dans l'université technologique de Belfort-Montbéliard, travaillent notamment sur la question de la production d'électricité à partir de la pile à combustible, eh bien, cela nous donne des leviers pour avancer. Et il se trouve qu'aujourd'hui, notre territoire de Bourgogne-Franche-Comté, entre les acquis de la recherche dans le Nord-Franche-Comté, avec tous les développements qu'il y a en Bourgogne autour des énergies renouvelables et notamment de l'éolien et du photovoltaïque, et la présence de beaucoup d'entreprises qui prennent avec résolution ce tournant de l'hydrogène. Je pense à une entreprise qui depuis longtemps a travaillé sur le stockage de l'hydrogène qui s'appelle Maïtech, mais je pense à Gossin qui fabrique des engins pour soulever les colis dans les ports et qui aujourd'hui est en train d'équiper toutes ces flottes en véhicules qui ne fonctionnent qu'à l'hydrogène. Et cette entreprise, elle est installée dans le Nord-Franche-Comté, à Héricourt. Enfin, on a plein d'entreprises qui sont en train de prendre le relais. Mais cette affaire de l'hydrogène, ça ne concerne pas que les entreprises. C'est très important que les entreprises, effectivement, prennent ce relais. Mais c'est très important que les collectivités, pour les habitants, le fassent aussi, de façon à ce que nous ayons des trains, des bus, des poids lourds qui fonctionnent dans nos villes à l'hydrogène, de façon à ce que nous ayons aussi dans nos collectifs, dans nos logements, eh bien, de l'énergie qui de plus en plus proviennent de l'hydrogène. Donc il y a des usages extrêmement quotidiens et directement intéressants pour tous les citoyens. Ce n'est pas un sujet académique, ce n'est pas un sujet qui doit dépasser tout le monde, c'est vraiment un sujet qui concerne tout un chacun. Mais ce qui est exceptionnel dans cette région, c'est que les villes, les territoires, les chercheurs et les entreprises travaillent vraiment main dans la main, un peu, on dit comme une meute qui veut vraiment faire de notre territoire un territoire qui non seulement se bat pour se départir des énergies fossiles et puis massivement investir sur l'hydrogène, mais qui y arrive. Et ce salon hydrogène que nous ouvrons aujourd'hui et qui aurait dû être en présentiel à Belfort,
qui n'est que virtuel à cause de la crise sanitaire, il témoigne quand même de l'engouement qu'il y a autour de cette question, puisque je vois qu'il y a plus de 1000 participants et qu'il y a beaucoup de rendez-vous d'affaires qui ont été programmés à l'occasion de ces échanges. Vous l'avez dit, donc une action au quotidien. Vous espérez quoi de cette conférence et de ce forum? Une prise de conscience de la part des citoyens? J'espère déjà, mais vraiment qu'au niveau du pays, on se rende compte que cette région, Bourgogne-Franche-Comté, et le Nord-Franche-Comté, qui est un territoire extrêmement industriel, est en train d'investir massivement sur un enjeu d'avenir. Et que ça se sache que c'est ici que se créent les conditions de demain autour du développement de l'hydrogène. C'est ici, dans cette région qui a comme atout une énorme compétence industrielle, qui a un lien avec l'industrie. Il y a une ADN industrielle ici, il y a de la technique, il y a de la technologie, il y a de l'envie, et on n'est pas sur le passé, on est résolument sur cette source d'avenir. C'est ça que je voudrais vraiment ancrer, mais à l'occasion de cette conférence grand public, oui, il faut se rendre compte que ce sujet est un sujet qui n'est pas qu'un sujet d'experts, qui est un sujet qui concerne tout un chacun. Merci, Madame ce matin, sur la table ronde de la matinée, l'expérience des taxis à Paris. Hein. Donc c'est extraordinaire de voir comment, à Paris, une compagnie a investi sur l'hydrogène pour que les taxis, qui sont quand même des vecteurs de pollution importante, comme tous nos véhicules automobiles, eh bien, se lancent dans cette pratique absolument vertueuse de s'appuyer sur l'hydrogène. Madame Dufay, merci pour ce témoignage. Je donne à présent la parole à Jean-Marie Girier, qui est le préfet du territoire de Belfort. Monsieur le préfet, ce qu'on peut dire, c'est que l'État est au rendez-vous. On a tous en tête, évidemment, ce plan très ambitieux de la France avec plus de 7 milliards d'euros. Tous les signaux sont au vert pour cette filière hydrogène, finalement. Bonjour à tous. Je crois effectivement que malgré la période très singulière que traverse notre pays, on a une chance, c'est que cette stratégie nationale pour l'hydrogène, qui est portée sur le plan national, qui est portée sur le plan européen, croise le plan de relance, croise les ambitions régionales, et je tiens à saluer vraiment l'ambition qui est vraiment portée ici en Bourgogne-Franche-Comté par les collectivités locales. Et donc, ça va nous permettre d'accélérer sur cette ambition. Effectivement, vous l'avez dit, 7,2 milliards d'ici 2030, 3,4 milliards d'ici 2023, et ça commence maintenant. Bien sûr, la recherche académique n'a pas attendu et 20 années d'excellence nous précèdent. Bien sûr, les entrepreneurs, et certains sont dans cette table ronde, n'ont pas attendu pour accélérer, pour multiplier les recherches et multiplier les investissements. Mais on arrive finalement dans cette croisée des chemins avec un accélérateur massif dans la période. Et donc, avec les appels à projets qui ont été lancés par l'ADEME, l'objectif, c'est vraiment d'avancer sur deux pieds. D'un côté, les usages et de l'autre côté, le développement industriel. Mais Madame la Présidente l'a dit, on a dans ce Nord-Franche-Comté un vrai écosystème déjà existant parce qu'on a une recherche académique d'excellence. On a aussi de la recherche privée d'excellence, je pense à Forestia, l'ISTI qui vont arriver. On a une diversité dans les projets, que ce soit de la production, des mobilités, du stationnaire, et on a une vraie attractivité par notre positionnement géographique et par cette avancée. Et donc, l'État a à cœur de tenir les deux bouts de la chaîne là-dessus en aidant tant les usages que les développements industriels. Et bien sûr, la volonté, c'est de structurer cette filière locale pour qu'elle puisse avancer, j'allais dire en meute, pour reprendre l'expression finalement de Madame Dufay. Vous savez, le salon aujourd'hui, c'est une vitrine qui arrive d'ailleurs quelques jours après l'installation du Conseil national de l'hydrogène et qui vient dire que dans notre pays, l'hydrogène devient une priorité et que quelques jours après, on voit bien que c'est en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Nord-Franche-Comté en particulier que les choses se passent. Et donc, on voit bien que nous étions précurseurs hier et nous devons tout faire pour le rester. On a une mobilisation très forte
des projets existants, des collectivités impliquées. L'État répond au rendez-vous et l'objectif, c'est d'initier, de faciliter. Et je crois que ce salon est l'illustration à la fois de la complétude de ce qui se passe sur le territoire et en même temps de cette volonté très collective. Et je puis le dire, lorsque des entreprises veulent s'installer ou se développer sur ce territoire, elles rencontrent une présidente de région, des élus locaux, un État local qui est à leur écoute, qui se mobilise et qui fait tout pour les aider. On a des projets comme le TIGA, transformation d'un territoire industriel en particulier sur l'hydrogène, mais beaucoup d'autres outils qui nous permettent de les accompagner. Donc l'État joue le rôle... Ah oui, Madame Dufay, vous êtes toujours là, allez-y. Oui, je voudrais juste ajouter qu'on est forcément très, très, très fiers de ce qui se passe dans le Nord-Franche-Comté, mais enfin, en tant que présidente de région, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a des sites qui sont aussi extrêmement volontaires et performants aujourd'hui. Je pense à Dijon, qui est en train d'installer toute une flotte de véhicules poids lourds à partir de la méthanisation. Je pense à Auxerre, où on va installer une station également qui va alimenter non seulement des bus hydrogène, mais les trains hydrogène que nous sommes en train de commander à Alstom. Donc voilà, c'est juste parce que j'ai le souci de l'équilibre dans notre région. La Bourgogne est très fortement contributrice, elle aussi. Monsieur Girier, on peut parler d'un véritable enthousiasme des autorités locales par rapport à l'hydrogène. Il y a un enthousiasme. J'allais dire que l'enthousiasme, il est là parce que les projets universitaires, les projets entrepreneuriaux sont là. Et donc, ils rencontrent un accompagnement qui est présent. Et puis, on a des outils qui sont importants pour les accompagner. Et je parlerai, Madame Dufay vient de parler de la commande publique qui est essentielle, mais aussi de la formation, parce qu'on est en train de créer les emplois, les métiers de demain. Le Nord-Franche-Comté, mais la région au-delà de ça, dispose de pôles avec des savoir-faire industriels qui sont ancrés depuis des années. Ici, en Nord-Franche-Comté, c'est la mobilité et l'énergie qui sont aussi les deux piliers finalement que l'on retrouve dans l'hydrogène. Et donc, cette mobilisation, elle se traduit aussi dans les ambitions qu'on a pour la qualification demain de nos jeunes, de nos ingénieurs, de nos ouvriers, qui tous, demain, pourront se mobiliser aussi sur cette nouvelle filière. Merci tous les deux pour ces propos liminaires. On va aborder tout de suite la première partie de cette émission. Alors nous avons des invités en présentiel, on a beau être une conférence digitale, on a quand même quelques invités qui sont des régionaux de l'État, même des locaux, puisqu'ils habitent tout près de Belfort. On va commencer par vous, donc Daniel Issel, vous êtes le représentant du CNRS. L'hydrogène, vous connaissez bien depuis des décennies. Ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, il y a un terreau favorable, mais la première question qu'on a envie de se poser, parce que quand on parle d'hydrogène, les gens ne savent pas très bien finalement de quoi on parle. S'il fallait donner une définition très simple, l'hydrogène, c'est quoi ? Alors, juste un chiffre, donc bonjour à toutes et à tous. Juste un chiffre, 90% de l'univers, c'est de l'hydrogène au sens atomique. Donc quand on parle de transition écologique, de transition énergétique, il serait quand même un petit peu décevant de ne pas s'intéresser à l'hydrogène. Voilà. Il est partout. Il est partout. Malheureusement, il n'est jamais tout seul. C'est-à-dire qu'il va falloir... Alors, c'est de l'hydrogène atomique. Alors, tout le monde se souvient de ces cours de 4e avec un tableau périodique des éléments où il y a le H tout seul en haut. Il va falloir le produire sous la forme H2, c'est-à-dire d'hydrogène qu'on qualifie d'hydrogène, le produire de différentes façons pour pouvoir ensuite l'utiliser, le stocker et l'utiliser dans différentes applications. Alors justement, comment on produit cet hydrogène aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va dire malheureusement, quand on parle de transition énergétique, de transition écologique, 95% de l'hydrogène produit dans le monde l'est à partir de ressources fossiles, donc du pétrole, du gaz naturel surtout, voire du charbon. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou hydrogène brun. En tout cas, hydrogène pas très propre, on va dire. Tout à fait. Ce sont les nuances de couleur d'hydrogène. Donc, on a en gros trois nuances. Le gris dont J'ai eu on vient peur, de parler. je crois que vous allez me parler de 50 nuances de gris, c'est pas ça. Il y avait un petit lien. Donc, l'hydrogène gris, donc celui qui n'est pas très propre, qui est aujourd'hui utilisé à 95%, enfin qui résulte de la production à partir de ressources fossiles. Ensuite, on a l'hydrogène qu'on qualifie de bleu, qui est finalement de l'hydrogène produit soit par séquestration du carbone, soit par exemple adossé à des centrales nucléaires.
et de l'hydrogène vert qui est produit, lui, par électrolyse de l'eau à partir de ressources d'origine renouvelable. Donc quand on parle d'électrolyse, encore un petit exercice de quatrième, un petit TP de quatrième, c'est un fil électrique dans de l'eau, ça fait des bulles. On a d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène. Réaction très simple que tout le monde a fait à un moment ou à un autre de sa scolarité au collège. Dit comme ça a l'air très simple. Après, dans les faits, quand on veut produire beaucoup d'hydrogène vert, il faut quand même des installations adaptées. Oui, tout à fait, évidemment. Quand il s'agit de le produire massivement pour des usages en termes de mobilité dans le secteur énergétique, il va effectivement falloir avoir une production centralisée massive ou une production décentralisée, mais quand même conséquente. En tout cas, la bonne nouvelle, et on voit que l'Europe met la priorité sur l'hydrogène vert, et c'est pareil d'ailleurs pour le plan national, bien sûr, ça c'est la tendance. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut produire localement cet hydrogène finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le produire, si on envisage par exemple à partir de ressources d'origine renouvelable, on pense notamment à des panneaux photovoltaïques, on peut même imaginer à l'extrême qu'on puisse le produire chez soi directement à partir de panneaux photovoltaïques posés sur sa toiture. Il y a le solaire, il y a l'éolien aussi. Tout à fait. Donc sur l'éolien, alors on est sur un tout petit peu plus massif, puisqu'évidemment en général les éoliennes ont des productions électriques plus importantes, mais on peut encore imaginer avoir un électrolyseur posé au pied d'une éolienne ou au pied d'un champ d'éolienne. C'est ce dont parlait par exemple Madame la Présidente de Région, dans ce couplage énergie renouvelable et hydrogène, et donc finalement dans cet esprit de décarboner tout un secteur, tout un territoire. Parfois, on se pose la question, est-ce que les énergies renouvelables pourront finalement nous aider? Est-ce qu'il y aura assez de vent? Est-ce qu'il y aura assez de soleil? Mais il n'y a pas que ces deux vecteurs-là qui peuvent faire de l'hydrogène. Il y a plein d'autres choses. Il y a tout à fait, il y a plein d'autres solutions. On peut imaginer la biomasse, notamment, qui permet, et ça a déjà été évoqué, par des solutions de méthanation, de méthanisation, d'utiliser également de l'hydrogène, qui peut ensuite, de produire de l'hydrogène, qui peut être ensuite utilisé dans des applications stationnaires ou en termes de mobilité. Alors, on n'en est plus tellement au stade de la recherche, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'hydrogène, c'est une réalité, et notamment dans le transport. On voit aujourd'hui des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors, tout à fait. Alors, on a déjà des véhicules qui circulent, puisqu'on parlait de la flotte de Taxi Hype à Paris tout à l'heure. Donc, il y a des constructeurs automobiles aujourd'hui qui développent et proposent des véhicules légers à hydrogène. Donc, je précise que ce sont des véhicules électriques à hydrogène. Ça reste des véhicules électriques. Et finalement, on peut utiliser l'hydrogène pour répondre finalement à deux enjeux qui sont un petit peu des limitations du développement des véhicules électriques, qui sont le temps de recharge d'un véhicule électrique, qui va être ici réduit à 5 minutes, en gros, le temps de faire un plein d'hydrogène, et également finalement l'autonomie de ces véhicules, puisqu'avec un réservoir d'hydrogène bien dimensionné, on est en capacité de faire la même distance qu'avec un véhicule à essence ou à gazole. C'est vraiment le temps de recharge qui est l'avantage décisif. Le temps de recharge et effectivement l'autonomie en lien. Et c'est pour ça que les principaux secteurs d'application dans le domaine de la mobilité sont plus encore que la mobilité légère, la mobilité lourde. Donc on pense aux poids lourds, aux trains, voire aux applications aéronautiques ou maritimes. Alors, puisqu'on parlait des taxis Hype, alors Madame Dufay y a fait référence, vous-même vous en parliez, eh bien je propose qu'on découvre sous forme de vidéo cette flotte de taxis qui est vraiment unique au monde. On découvre donc ça en région parisienne. Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 38 ans et je suis chauffeur Hype depuis 3 ans. Je suis passé par là avec ma voiture thermique et j'ai vu cette station qui a été mise en place lors de la COP21. J'étais d'abord intrigué et j'ai trouvé le concept très intéressant et je me suis présenté, j'ai été recruté. Et là, c'était pour moi une opportunité de changer mes habitudes sans les changer réellement. Toutes les sociétés de transport ont privilégié jusqu'à maintenant le diesel pour des raisons économiques. Il y a des impératifs écologiques qui se sont imposés entre-temps, ce qui fait que sur mes 14 ans, je n'ai conduit que des voitures thermiques jusqu'à maintenant, principalement en diesel. Et la différence avec maintenant, c'est qu'on profite pleinement des avantages des voitures électriques à hydrogène, donc l'absence de bruit, de vibrations. En tant que chauffeur de taxi, on parcourt en moyenne entre 200 et 220 km. Sachant qu'avec la Toyota Mirai, on a 500 km d'autonomie. Ça couvre très largement l'amplitude d'une journée de travail, compte tenu en plus du fait que les stations soient disposées de manière stratégique et qu'à un moment ou à un autre dans sa journée, on passe forcément à côté d'une station. Donc en termes opérationnels, pour un chauffeur de taxi, et pour moi en tout cas, ça ne pose absolument aucun problème du fait que ce soit un véhicule qui roule à l'hydrogène. La recharge des véhicules d'hydrogène se fait d'une manière encore plus propre que celle
des carburants traditionnels, essence ou gasoil. Dans la mesure où on a juste le pistolet à brancher, on laisse le plein se faire et ça prend environ 3 minutes pour un plein. À la différence du coup avec un plein traditionnel où on ne tient pas le pistolet pendant l'opération, on a les mains qui ne sentent pas le gasoil ou l'essence après le plein. Donc c'est encore un avantage, moi, à mon avis. On est devenus des mini-experts malgré nous et pour le bonheur des gens qu'on transporte. Je dois dire que c'est très confortable, très silencieux et il y a un confort de passager qui est vraiment agréable. Et puis psychologiquement aussi, on sait que voilà, c'est une voiture qui est moins polluante, qu'on fait attention à son environnement, donc ça a un impact. C'est très agréable parce que très silencieux et puis c'est tout nouveau, donc on n'a pas de questions à poser au chauffeur. Sur l'autonomie, sur le prix, sur le fonctionnement de la pile à hydrogène, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas et que je connais maintenant. Alors nous avons deux types de clients. Nous avons des clients qui nous prennent à la volée dans la rue. Et nous avons aussi un autre type de clients qui sont du coup des fervents de l'hydrogène et qui nous réservent en passant par l'application ou par le site. Et si un jour je devais être indépendant, il est clair que j'opterais pour la voiture la plus propre qui sera disponible parce que là j'estime que je suis parti dans une bonne démarche et que les avantages qui sont présentés par ce type de véhicule améliore en fait le quotidien du chauffeur qui est débarrassé du bruit, des vibrations et qui s'offre à lui-même un confort de conduite et qui permet à ses clients d'être transportés dans de bonnes conditions. Voilà pour cette Taxi Hype. Alors Daniel Issel, il y a une question qu'on se pose souvent. Enfin, l'hydrogène parfois ça fait peur. Est-ce qu'au niveau de la sécurité, on a à craindre quelque chose ou pas ? Alors, au niveau de la sécurité, c'est une question qui est systématiquement posée, on va dire. L'hydrogène est un vecteur d'énergie et ici, par exemple, dans l'application qu'on vient de voir, il sert de stockeur d'énergie pour faire avancer ensuite le véhicule. D'un point de vue simplement physique, à partir du moment où on stocke de l'énergie, qu'elle soit sous forme hydrogène, essence, gazole, gaz naturel, etc., il va falloir prendre des précautions. Parce que qui dit ne pas prendre des précautions, on risque de s'exposer à des difficultés, effectivement. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, on sait le maîtriser, et on sait maîtriser ces enjeux de sécurité, puisque ça fait quand même un grand nombre d'années qu'on utilise l'hydrogène, et des organismes nationaux, mais au-delà même de la France, ont fait des tests de sécurité. On pense notamment à l'INERIS en France, qui depuis des années a mené des tests de sécurité dans des conditions d'usage réelles. Et aujourd'hui, un exemple, c'est que typiquement un tunnelier, un exploitant de tunnel, par exemple dans les Alpes, préférerait avoir des véhicules électriques à hydrogène que des véhicules classiques à essence qu'il a aujourd'hui à devoir gérer au sein de son tunnel. Et je connais même des pompiers qui utilisent d'ailleurs des véhicules à hydrogène également pour leurs besoins. Je vais me tourner à présent du côté de Bruno Jamet, qui est du pôle véhicule du futur et qui modère les questions posées par chat. Bruno, est-ce qu'on a des questions pour le moment ? Alors, pas de questions encore. En tout cas, moi, j'en ai une. Vous avez dit tout à l'heure, Daniel Issel, que la voiture hydrogène, c'est une voiture électrique. La seule chose, c'est que l'électricité est générée en roulant, pas à partir d'une batterie, mais c'est donc la pile en fait à combustible qui génère cette électricité. Tout à fait. On a parlé de la production. On peut parler du stockage de l'hydrogène, puisqu'aujourd'hui, il va falloir l'embarquer, donc notamment dans des véhicules, comme on vient de les voir, c'est sous forme pressurisée, dans un réservoir de gaz. Et ensuite, on va parler de la conversion de cet hydrogène pour générer de l'électricité à bord et ensuite faire avancer le véhicule, puisqu'il s'agit bien d'un véhicule électrique. La seule chose qu'on ait modifiée, c'est qu'on a enlevé une grande partie des batteries du véhicule électrique à batterie que tout le monde connaît, pour le remplacer par le réservoir d'hydrogène et la pile à combustible. Et quand on le suit, il y a des petites gouttelettes d'eau qui tombent. Tout à fait, parce que l'hydrogène, au sein de la pile à combustible, la réaction est très simple. C'est des choses qui ont été découvertes déjà dans les années 1830, en présence d'oxygène. Alors, on vient gérer et catalyser la réaction, je passe les détails, mais on va pouvoir produire de l'électricité, de la chaleur, et le seul polluant, entre guillemets, ça va être de l'eau qu'on va retrouver effectivement au pot d'échappement. Vous êtes notre expert, on vous retrouve tout à l'heure, mais on va enchaîner avec la prochaine séquence dédiée à Faurecia. Je me tourne vers Nicolas Darcos. Vous êtes donc chez Faurecia, directeur stratégie de partenariat Zéro Émission. Et donc à Bavent, pas très loin d'ici d'ailleurs, il y a donc un site d'une de vos divisions qui est Faurecia Clean Mobility. Et donc ce centre accueille un centre mondial de recherche sur les réservoirs.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, donc ce centre a été créé il y a quelques années et depuis, Faurecia a déjà investi plus de 200 millions d'euros dans l'hydrogène, hein, la vitesse étant un enjeu sur cette énergie, ce vecteur qui est une réalité aujourd'hui, comme ça a déjà été dit plusieurs fois. Ce centre, il a 4 missions principalement. La première mission, c'est l'innovation, c'est développer les technologies de demain pour améliorer les performances de nos systèmes de stockage, sur la matière, sur les procédés, sur le design des systèmes. La seconde mission, c'est de développer les technologies pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, donc de partir de génériques et de les adapter pour les embarquer sur un véhicule spécifique. Enfin, les 2 dernières missions portent sur l'industrialisation. La première consiste à développer les procédés industriels que nous allons mettre en place dans des usines de plus grande capacité, dont la première sera très vraisemblablement installée dans la région également. Et enfin, le site aussi apporte une petite capacité de production pour accompagner une petite usine dont nous disposons déjà en France pour servir les clients dès aujourd'hui. Alors j'ai plusieurs questions pour vous, mais d'abord on va regarder une vidéo pour voir ce que fait Faurecia dans le domaine de l'hydrogène. Le réchauffement climatique est le défi majeur de notre époque. C'est aujourd'hui que nous devons agir et créer une voie durable pour la mobilité zéro émission. L'hydrogène est un vecteur essentiel d'énergie renouvelable. Parfaitement adapté aux véhicules commerciaux et aux poids lourds, il peut transformer le secteur des transports et de la logistique. Au cours des dernières années, Faurecia a investi plus de 160 millions d'euros dans la R&D, la production, des acquisitions et des partenariats. Aujourd'hui, le groupe se trouve au cœur d'un écosystème de rang mondial. Avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté, Faurecia a créé à Bavans un centre d'expertise mondial pour accélérer le développement de systèmes de stockage d'hydrogène léger et compétitifs. Aujourd'hui, nos ingénieurs et techniciens ont la capacité de tester et produire plus de 10 000 systèmes de stockage à hydrogène homologués par an. Partout dans le monde, notre conception optimisée et notre procédé d'enroulement de fibres de carbone sont reconnus par nos clients. Nous améliorons la performance de nos réservoirs grâce à l'utilisation de capteurs et de l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive. Avec nos partenaires, nous travaillons sur les matériaux utilisés pour les rendre plus durables et recyclables, renforçant ainsi l'économie circulaire. Nous développons les prochaines générations de systèmes de stockage d'hydrogène grâce à des équipements de pointe pour des tests hydrauliques, de gaz, de fuite et d'éclatement. Nous avons lancé la production qui équipera les flottes de véhicules commerciaux de plusieurs constructeurs internationaux, dont 1600 camions Hyundai dès 2021. D'ici 2030, nous estimons que plus de 5 millions de véhicules à hydrogène circuleront sur les routes. La décennie de l'hydrogène a commencé et Faurecia en est un des précurseurs. Alors on a vu ces réservoirs de stockage d'hydrogène, c'est comme des bonbonnes hein, finalement. Ça ressemble un peu à ces réservoirs qu'on peut trouver pour du GPL par exemple ou du gaz naturel. La contrainte c'est que par contre il y a une pression qui est beaucoup plus élevée. Alors effectivement, ces réservoirs sont en composite, donc qui présentent le meilleur compromis entre résistance et légèreté. Aujourd'hui, dans la mobilité, les applications portent en général sur 350 à 700 bars, donc 350 à 700 fois la pression atmosphérique, ce qui permet d'augmenter très fortement la densité énergétique de l'hydrogène stocké. Les réservoirs s'intègrent dans un système complet, qui est également designé par Faurecia, qui permet de gérer le débit d'hydrogène apporté à la pile en combustible en fonction des besoins, qui permet aussi un temps de recharge, comme c'était dit, de quelques minutes seulement, et puis d'assurer la sécurité de l'ensemble du système. Et donc, dans les véhicules qu'on a vus, les véhicules Hype, ou des véhicules légers, similaires, en général, l'hydrogène est stocké dans 2 à 3 réservoirs, quelques kilos, 5, 6, 7 kilos, et ça permet d'apporter une autonomie de 500 km. Parce que 1 kg d'hydrogène, c'est 100 km d'autonomie hein, pour faire ça. C'est l'ordre de grandeur, effectivement. Et donc, avec 7 kg d'hydrogène, vous faites 5, 6, 700 km, ça dépend des conditions et des usages.
Et le système pèse environ 200 kg. Et si vous le comparez, ça a été évoqué précédemment, à une batterie qui fournirait la même autonomie, ça serait de l'ordre de 500 kg le système complet à batterie. Donc c'est l'un des avantages de l'hydrogène, c'est d'apporter une très grande autonomie, une souplesse d'usage avec une recharge rapide et un poids allégé, et donc une charge utile pour les usages professionnels, les véhicules utilitaires, les poids lourds, qui est aussi bonne que la charge utile pour les véhicules thermiques. Alors Forestia est un équipementier automobile, alors on l'a dit, la tendance actuellement c'est la mobilité lourde, donc les camions, peut-être demain les bateaux, pourquoi pas les trains. Ça veut dire donc également des nouveaux clients pour vous finalement? Alors, j'insisterai sur le fait que l'hydrogène aujourd'hui c'est une réalité, comme on l'a vu dans la vidéo. Nous allons fournir cette année 3 clients automobiles, donc des camions, des véhicules utilitaires, et en France notamment avec Renault et PSA. Nous travaillons également sur des applications hors automobile, donc par exemple les véhicules logistiques de l'entreprise Gossin, dont Christophe Gossin va présenter tout à l'heure, mais également effectivement sur d'autres applications non automobiles qui vont être déployées dans les années qui viennent. Votre vision de la mobilité hydrogène, avec un agenda peut-être? Alors, pour accompagner nos clients, nous travaillons sur 3 générations successives de réservoirs à développer d'ici 2025. Nous souhaitons être en capacité de produire plus de 100 000 réservoirs par an à cette échéance. On anticipe, au vu des avantages dont on a parlé de l'hydrogène, le poids, l'autonomie, la flexibilité, mais aussi le coût total d'usage. On anticipe que dès 2025, les usages hydrogène seront plus compétitifs que la batterie ou que le diesel sur certaines applications, et cette compétitivité va se déployer sur les différents segments durant la décennie. Dans cette dynamique, on voit environ 500 000 véhicules sur route dès 2025 et 5 millions, 10 fois plus, dès 2030. Nicolas Darcos, merci. On va s'intéresser plus spécifiquement à présent à la mobilité lourde. La mobilité lourde, on va en parler que plusieurs intervenants. Il y a ceux qui sont présents physiquement, comme Sébastien Fèvre de H26. On a également en ligne avec nous Jean-Patrick Masson pour la métropole de Dijon, Christophe Gossin qui est avec nous depuis l'Arabie Saoudite. Mais oui, ça peut surprendre, mais pourtant, voilà, c'est comme ça. Je crois que je n'ai oublié personne. On va commencer par vous, Sébastien Fèvre. H26, d'abord, c'est une start-up qui a essaimé donc du FC Lab. Tout à fait. À la base, votre produit d'appel, c'est ce qu'on appelle le groupe électrogène à hydrogène. Mais il y a une application, déjà, votre expertise, ça sert sur une remorque frigorifique. Et ça, c'est un projet qui a été développé en première mondiale grâce aux compétences, finalement, de Belfort. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, une des applications premières sur lesquelles on s'est démarqué, notamment en 2019 en faisant une première mondiale, c'est de remplacer le groupe électrogène diesel qui est installé sur les semi-remorques frigorifiques. Sur ces semi-remorques, il y a besoin d'énergie pour justement conserver les aliments au frais et dans la période actuelle également les médicaments et les vaccins dans ces transports en température dirigée. Et effectivement, il y a aussi nécessité de décarboner cette filière-là. Et on a été les premiers à s'intéresser à l'intégration du groupe électrogène. Voilà. Et on voit effectivement à l'image, donc il y a marqué Road parce qu'au début c'était un projet de recherche, mais on est allé au-delà depuis. C'est ça, en fait, le projet de recherche ayant été concluant, donc la collaboration qui avait été initiée avec les chercheurs du Nord-Franche-Comté et un ensemble d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté aussi, a permis en fait d'aller plus loin et d'industrialiser la solution et de la mettre en service avec des trajets qui ont été faits notamment entre la Normandie et Rungis pour distribuer des denrées alimentaires. Et là, on va plus loin aujourd'hui avec de la construction de pré-séries, comme ça avait été annoncé lors du dernier salon Evolution à Paris. Et vous serez donc partenaire technique. Un autre exemple d'application, cette fois c'est à bord d'un véhicule de pompier où là aussi, votre technologie peut apporter un avantage non négligeable.
Voilà. Alors, il faut savoir que les pompiers, comme on l'a dit, ils sont aussi friands de ces nouvelles technologies-là. On voit un camion de pompiers de marque Magirus, c'est bien cela? Voilà, c'est une filiale d'Iveco qui fait des camions spéciaux où ils vont en fait changer toute la carrosserie pour venir équiper le camion de tout ce dont ont besoin les sapeurs-pompiers lorsqu'ils sont en intervention. Donc ça va d'équipement pour tout ce qui est inondation, pour le soin aux personnes également, mais dans ces camions-là, on retrouve effectivement à chaque fois un groupe électrogène pour produire de l'électricité. Et là, une autre image d'ailleurs qui va permettre de le voir plus précisément. Voilà. Et donc cette image, elle illustre un des challenges qu'on a dû surmonter dans le cadre de cette demande client, c'est d'arriver à faire un groupe électrogène à hydrogène de la même compacité que ce qui existe aujourd'hui en diesel et en essence. Et donc on a nos équipes d'ingénieurs qui ont travaillé la conception interne, dont la pile à hydrogène et l'ensemble des équipements qui permettent de faire de l'électricité, pour arriver à garder le même volume et pour pouvoir l'intégrer sans modifier les camions existants, sinon ça aurait été beaucoup trop coûteux, bien évidemment. On vous retrouve tout à l'heure, on parlera cette fois d'applications stationnaires. Je me tourne à présent vers Jean-Patrick Masson qui représente la métropole de Dijon et qui est en ligne avec nous. On va parler d'un projet qui est l'un des projets les plus matures au sein de cette région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il s'agit de faire rouler dans un premier temps des bennes à ordures ménagères avec de l'hydrogène. Bonjour Jean-Patrick Masson. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un projet qui s'appelle le DMSE. Alors, c'est en fait le nom de la société qui a été créée entre une entreprise et la métropole pour gérer ce projet sous deux formes. En fait, DMSE est tourné vers la mise en place d'électrolyseurs et de stations pour le ravitaillement des véhicules. Et puis la métropole, elle, met en place au travers d'achats importants, puisqu'il s'agit d'équiper la totalité de notre flotte de bennes à ordures ménagères et de bus. Donc ça fait à peu près 45 véhicules bennes à ordures ménagères et environ 181 bus. Donc en fait, on se positionne en consommateur en investissant de manière massive sur ces véhicules, de telle manière à faire une rencontre entre l'aide qu'on apporte à DMSE et pour les infrastructures, et puis notre propre capacité à être client, finalement, de ce système. Alors DMSE pour Dijon Métropole, SE pour Smart Energy, et c'est un projet qui est mené avec Rougeot Énergie, qui est une entreprise du territoire. Alors, c'est une entreprise du territoire, c'est un projet de territoire. Je crois qu'une des particularités de l'hydrogène, c'est de justement permettre d'avoir des projets en matière d'énergie qui soient des projets territoriaux. Donc effectivement, Rougeot Énergie est notre partenaire en cette matière et ils vont également acheter quelques véhicules à hydrogène eux-mêmes puisque par ailleurs c'est une filiale d'une entreprise de travaux publics. Pour bien comprendre le projet, il y a donc d'une part la production d'hydrogène de façon vertueuse, donc à partir de gaz, de déchets ménagers, et puis la volonté c'est de faire rouler des véhicules avec ce carburant. Alors, à l'origine, en fait, c'est une réflexion qui vient de différents endroits. La première chose, c'est effectivement d'utiliser l'énergie électrique produite après combustion des ordures ménagères. Donc, on a un gros turbo-alternateur. Et donc, il nous a semblé qu'un des usages intéressants de cette énergie électrique, pour vous situer, c'est à peu près la consommation électrique d'une ville de 30 000 habitants. Donc c'est quand même conséquent en termes de quantité énergétique. Donc on s'est dit, voilà, c'est une utilisation qui nous semble intelligente. On a des objectifs qui sont des objectifs globaux d'atteinte de la neutralité carbone, pour respecter les objectifs de la COP21 en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, on fait beaucoup de choses sur l'habitat, on fait beaucoup de choses sur tous les segments, mais on était un peu faible, parce que ce n'est pas facile, sur la partie déplacement. Et donc, lancer un écosystème, contribuer à lancer un écosystème qui est décarboné, qui est à base d'énergie fatale de l'usine d'incinération, mais aussi d'énergie renouvelable, puisqu'on est en construction d'un parc de 14 hectares de panneaux photovoltaïques juste à côté d'une des installations, et puis avoir des certificats d'énergie
donc, j'allais dire, aide au développement des énergies renouvelables, puisqu'on achètera des certificats qui garantiront que toute l'hydrogène produite et utilisée sera d'origine renouvelable. Donc pour nous, c'était quelque chose de particulièrement important que, au travers de ce dossier hydrogène, lutter contre le changement climatique, aider les énergies renouvelables, aider aussi à cet écosystème, c'est-à-dire à permettre à une filière industrielle de se développer, permettre aussi, et Madame la Présidente de région est particulièrement attentive à ça, à ce qu'il y ait de la formation, parce qu'on va avoir besoin de personnel pour lancer évidemment tous les métiers qui sont attachés à cela, notamment la maintenance. Donc on est vraiment sur des logiques où on rencontre des intérêts qui sont des intérêts multiples, et puis tente aussi de répondre aux aspects de stockage d'énergie renouvelable qui sont aussi une problématique. Alors vous l'avez dit, il y a également les bus qui sont concernés. Alors les bus à hydrogène, pour l'instant, il y a relativement peu de constructeurs. Ce sont des bus qui coûtent encore cher, évidemment. L'une des solutions peut-être, c'est de faire des achats groupés avec d'autres collectivités. Alors, effectivement, on a, je dirais globalement, un manque de concurrence. Sur les bennes ordures ménagères, on n'en a pas du tout. Je fais un appel un peu aux industriels, là, au travers de ça, pour vous indiquer qu'il y a une nécessité de développer une filière française de construction de véhicules, et notamment de bennes ordures ménagères. En Europe, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul interlocuteur possible lorsqu'on lance un appel d'offres. Sur les bus, il y a un petit peu plus de monde, mais permettez-moi de le dire, les surcoûts qui sont attachés à l'acquisition de ces véhicules sont très importants. Il faut savoir qu'on est à 2,5 fois plus cher pour une benne à ordures ménagères ou pour un bus que le prix, j'allais dire, du bus ou de la benne à ordures ménagères classique. Donc, on est vraiment sur... et heureusement qu'il y a des plans de relance, qu'il y a l'aide de la région, qu'il y a l'aide de l'ADEME, mais vous le savez, en France, c'est plafonné à 45% du surcoût. Donc, ça veut dire que pour la collectivité, c'est 55% de plus qu'elle accepte de payer. Donc, pour ce faire, on tente d'aller à la baisse en prenant des accords pour des achats groupés avec d'autres collectivités qui sont intéressées. Il y a Le Mans, par exemple, qui souhaite se diriger vers cela. Il y a Metz, avec qui j'ai des contacts. Il y a d'autres villes qui nous ont contactés. Donc, essayer de peser le plus possible sur le surcoût, de telle manière à pouvoir le gérer de manière correcte, parce que autant on est volontariste et on accepte de dépenser, vous l'avez compris, beaucoup plus d'argent pour aider ce secteur à se développer, mais on le comprend bien, il faut que ça arrive très rapidement à une baisse tendancielle, et je suis particulièrement heureux de voir que les perspectives sont à 500 000 puis 5 millions de véhicules, ce qui devrait amener à une baisse importante. Dernière chose. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, allez-y. Dernière chose, j'ai entendu précédemment dans les interventions qu'il y avait une question qui était une question de poids, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, si on veut avoir des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, en concurrence avec les véhicules électriques, on a fait le test, c'est vrai que l'avantage est largement à l'hydrogène pour des questions de poids, donc de charge utile des véhicules, quand on est sur des poids lourds, les batteries pèse très très lourd et donc limite les choses. L'hydrogène est un vrai avantage pour ça. Dernier point, il y aura donc 2 stations qui vont être aménagées, dont une pourrait s'ouvrir à d'autres catégories d'usagers. Alors il y a 2 stations, il y en a une qui est dédiée dans un premier temps aux bennes à ordures ménagères, et ce sera celle qui sera ouverte à tous les usagers qui voudront s'équiper en véhicule à hydrogène. La seconde, c'est celle qui sera dédiée aux bus. Là, elle est dans l'enceinte de notre dépôt de bus et de tramway. Donc elle sera, j'allais dire, privatisée, malgré tout. Comme on a la chance d'avoir cet entrepôt juste à côté des voies SNCF, on positionnera la station de telle manière à ce que s'il y a des trains, et ce que je souhaite, qui fonctionnent à l'hydrogène, on puisse s'avitailler directement sur notre station. Donc elle a la vocation à être privatisée dans un premier temps, mais dans un deuxième temps ouverte à cet usage. Merci. On va à présent rejoindre Christophe Gossin qui est en ligne avec nous depuis un endroit assez lointain puisqu'il s'agit de l'Arabie Saoudite. Bonjour Christophe Gossin. Bonjour à tous.
Vous êtes le président d'entreprise qui porte votre nom, spécialiste des véhicules de logistique, enfin ce que vous appelez vous la manugistique, manutention et logistique. Alors vous êtes au Dakar, le fameux Rallye Raid, qui ne passe plus tellement ni par Paris ni par Dakar, mais en tout cas vous y êtes en tant qu'observateur aujourd'hui, parce que l'année prochaine vous y retournerez cette fois en tant que concurrent. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est qu'on évoque en fait ce virage vers l'hydrogène, parce que vous faites des véhicules zéro émission électriques pour les ports, les plateformes logistiques. Et donc l'hydrogène, c'est quelque chose qui est tout nouveau dans votre activité. Alors, pas vraiment, puisque déjà l'entreprise Gossin, c'est la 4e génération et on a toujours essayé d'être en rupture. On a démarré nos programmes hydrogène en 2012 avec aussi l'idée d'une introduction en bourse pour pouvoir financer nos développements, toute la partie R&D qui est assez consommatrice. On a investi 150 millions d'euros pour créer une gamme, puisqu'on est... vous le savez peut-être, Gossin, on a une activité historique sur les terminaux portuaires. On a par exemple comme flagship le port de Singapour, avec des véhicules électriques, de gros véhicules de 80 tonnes. Le port de Singapour va en acheter jusqu'à 3000 sur 10 ans et ces véhicules ont la particularité d'être autonomes. On appelle ça des AGV, Automotive Guided Vehicle. Donc on a cette activité historique et puis on a une activité, une autre verticale, les produits d'ailleurs qu'on peut voir à l'instant, aéroportuaires. Donc avec des besoins également de véhicules propres. Et puis enfin, une autre activité qui est en plein boom, c'est l'activité logistique. C'est le tracteur, vous voyez à gauche. C'est un tracteur qu'on a développé au départ avec les spécialistes comme Carrefour, Auchan. Donc ça fait, c'est petit, c'est un tracteur de parc 38 tonnes. Vous imaginez peut-être la cuve qui est en bleu, là, donc la cuve à hydrogène. Donc c'est un produit qu'on a présenté à Héricourt lors d'une journée porte ouverte. Alors justement, on a quelques images de cette manifestation. On va la voir tourner en fond parce que c'est un gros événement. Vous avez fait les choses bien, vous avez fait un Facebook Live et vous avez accueilli pas mal de monde. Merci. Alors peut-être souligner que pendant que les images défilent, peut-être souligner on peut peut-être représenter aussi l'écho des clients, la demande. Et on a aussi ce côté international chez Gossin, en travaillant avec les ports, les aéroports, les centres logistiques. Et on voit une forte demande. Par exemple, Amazon investit massivement dans l'hydrogène. C'est leur manière aujourd'hui d'investir toute la partie ressources financières. On a comme client UPS aussi. UPS, pour l'instant, reste sur les batteries. Et justement, je voudrais aussi dire que les deux systèmes ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'on a l'utilisation batterie va plutôt être pour des trajets plus courts de 200-250 km dans la journée. Et on va peut-être privilégier l'hydrogène pour des distances un peu plus longues. Les deux business models ne s'opposent pas. Et au contraire, puisque Daniel Issel tout à l'heure parlait d'une batterie un peu plus petite pour l'hydrogène. Et donc, tous les progrès qui sont faits sur la batterie sont bons pour l'hydrogène et le prix du kilowatt n'arrête pas de baisser. Nous, on achetait le kilowatt il y a 5 ans en 1200 €. Maintenant, on l'achète environ à 250-300 € et Tesla ou d'autres fabricants de batteries annoncent des prix en dessous les 100 €. Ça veut dire qu'à un moment donné ou à un autre, le véhicule électrique ou hydrogène sera peut-être moins cher que le véhicule diesel et moins cher aussi en coût de maintenance. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières informations. Sont sorties hier la partie statistique sur le climat. C'est-à-dire que 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Et puis, on a une particularité tous ensemble, c'est qu'on est la première génération à ressentir les effets du changement climatique et on est certainement aussi la dernière génération à pouvoir agir. Et c'est peut-être là qu'il y a un point important, c'est qu'il y a urgence, pas seulement, je pense, pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour prendre des parts de marché. On voit la vitesse où, par le passé, les Chinois se sont emparés du photovoltaïque ou encore de la batterie. Et on parlait de pouvoir chasser en meute. Ça peut être aussi
Pour les PME, ça peut être du portage. On peut aussi aller chercher des marchés à l'étranger, tous ensemble. Et là, on a certainement une carte à jouer, bien sûr. On va jouer bien sûr en local. Gossin, on est bien sûr content d'avoir signé avec Forestia. Les véhicules que vous avez vus tout à l'heure, on les commercialise. Donc le 38 tonnes sera commercialisé au mois de mars. Et puis le plus gros, le 75 tonnes, sera commercialisé au mois de juin, à l'été. Et on envisage à terme, à l'horizon 5 ou 7 ans, de fabriquer à peu près 40 000 véhicules par an pour servir les métiers de la logistique et aussi de la gamme routière, puisque on va parler du Dakar, mais le Dakar pour nous, Vous avez c'est signé des aussi partenariats récemment, et donc avec par exemple Plug Power et Magna pour entrer dans le marché des poids lourds, par exemple. Oui, c'est une bonne image de pouvoir illustrer la partie internationale et peut-être qu'il y a un time to market et on a signé effectivement avec Magna, des grands constructeurs. On a signé avec Plug Power qui est une avancée aux États-Unis. Ils ont pas loin de 40 000 sites installés. Et je pense qu'il faudrait peut-être regarder, nous on a un business model qui vise à faire du transfert de technologie pour être finalement assez rapide pour pouvoir, par exemple, servir un pays. Et ça me fait rebondir sur l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'Arabie Saoudite, ils ont le record en termes d'émissions de CO2 avec, bien sûr, les émissions de pétrole. C'est eux qui ont, on va dire, le plus gros quota. Ils sont complètement pénalisés. Et ils avancent très vite. Et c'est une bonne image de voir qu'ils avancent vite dans les énergies renouvelables. Le photovoltaïque, par exemple, est là où il y a du soleil, bien évidemment, on a un rendement très intéressant. Donc, on peut vraiment être en hydrogène vert dès le début. Et si je parle de ça, c'est que sur le reste, ils n'ont pas la techno, ils n'ont pas l'électrolyseur, ils n'ont pas toute la chaîne, l'écosystème. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir fédérer tous ensemble nos savoir-faire en Bourgogne-Franche-Comté, en France, et de pouvoir s'exporter. Et si on ne le fait pas, ce seront les autres qui le feront. Ce seront les Américains, les Chinois. Donc il faut pouvoir se déployer assez vite. Très bien. On va finir par le Dakar, donc, puisque c'est raccord avec votre présence ici en Arabie Saoudite. Donc, je le disais, pour l'instant, vous êtes en tant qu'observateur pour de l'assistance auprès d'une écurie, on va dire. Et l'année prochaine, vous souhaitez participer avec un camion à hydrogène. On va d'ailleurs regarder l'image de ce camion. Ah, on me dit que Christophe Gossin s'est déconnecté. Alors, le temps peut-être de rétablir la liaison. Donc, effectivement, une belle aventure puisque le Dakar, vous le savez peut-être, s'ouvre aux énergies nouvelles. Il y a d'ailleurs des projets de véhicules à hydrogène. C'est le cas notamment, par exemple, pour le buggy, puisque Vaison Sport, qui est une société du territoire en Bourgogne-Franche-Comté, prépare un buggy à hydrogène. Et donc, effectivement, c'est dans ces horizons 2021-2022. Alors, je ne sais pas si Christophe Gossin va nous rejoindre en ligne. Bon. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire, on va peut-être prendre quelques questions du côté du chat. J'interroge à nouveau Bruno Jamet. Est-ce qu'on a de la part de ceux qui nous suivent des questions, des interrogations ou besoin de précision ? Il y a plusieurs questions, me dit-on. Alors, voilà. Allez-y, Bruno, allez-y, dites-moi. Alors, en fait, il y a deux types de questions. Il y a des questions sur le prix des véhicules, dont les bus, par exemple, et après les retombées donc, pour la France, sachant que ces véhicules ne sont pas forcément produits sur place. Alors, peut-être sur la question du prix des bus, on peut demander à Jean-Patrick Masson, parce que celui qui est pour l'instant le mieux placé pour y répondre, vu que c'est lui, entre guillemets, qui fait l'échec pour faire l'acquisition de ces bus. Monsieur Masson. Et je vois que Christophe Gossin est revenu. On va revenir après au Dakar. Voilà. Monsieur Masson. On est effectivement sur, j'ai dit à peu près 2,5 fois le prix d'un bus ou d'une benne ordure ménagère par rapport au prix habituel. Si je prends une benne ordure ménagère, avec la maintenance, puisque sachant qu'on est sur l'hydrogène et qu'on n'a pas forcément les compétences en interne aujourd'hui, il y aura un transfert de compétences vis-à-vis de nos salariés ou des salariés de nos prestataires pour faire la maintenance. On a compris dans le prix, une maintenance sur 5 ans. Et donc, le prix global, achat plus maintenance sur 5 ans,
c'est environ 540 000 € pour une benne à ordures ménagère, alors qu'une benne à ordures ménagère, on va dire normale, habituelle, c'est aux alentours de 200 000 €. Donc, première chose, il y a un vrai surcoût. Pour ce qui est des bus, alors je l'ai en global, c'est un peu embêtant, mais on est sur une augmentation un peu plus faible, de l'ordre de 55%. Donc, on est sur des bus qui sont un peu moins chers que des bennes à ordures ménagères, paradoxalement, vers les 500 000 €. Donc, il y a une vraie difficulté, le plafonnement des subventions notamment, puisqu'il y a le plan de relance de l'État, ça a été évoqué, mais grâce à l'ADEME, grâce à la région, on est déjà au 45% maximum autorisé. Donc le plan de relance, c'est une bonne chose, mais je veux dire, nous n'en verrons pas, entre guillemets, la couleur, puisque la réglementation est ainsi faite qu'on est au maximum. Donc, et la concurrence, je l'ai dit, sur les bennes à ordures ménagères, un seul fournisseur en Europe et 2, 3, 4 fournisseurs peut-être sur les bus. Là, j'ai plus de visibilité sur les bennes à ordures ménagères, puisqu'on a déjà eu le résultat de l'appel d'offres. Sur les bus, on lance la consultation à cette fin du mois, donc c'est pour ça que je suis un peu plus approximatif quant aux résultats potentiels qu'on aura courant de l'été 2021. Merci, Monsieur Masson. Je vais essayer de répondre sur le reste. Par rapport à la question, excusez-moi, mais la question qui a été posée du coup, du coup, quel est l'avantage, quel est l'intérêt, puisque ces bus ou ces bennes à ordures ne sont pas fabriqués en France et qui coûtent 2 fois plus cher. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que plus on en utilisera, plus on aura recours et plus les prix diminueront, premièrement. Puis deuxièmement, la contribution, c'est quand même vraiment, c'est ce qu'il faut se dire, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre et c'est le recours à des véhicules qui utilisent de l'énergie propre. Alors aujourd'hui, ça coûte cher, c'est pour ça qu'il y a des contributions publiques. Demain, ce sera moins cher à partir du moment où il y aura davantage de demandes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu pionnier, mais qu'il faut aller de l'avant. Ça s'impose à nous, c'est obligé. Donc je réagis par rapport à la question, disant, mais du coup, quel est l'intérêt et quel est l'avantage L'avantage, il est sociétal, il est immense. Merci pour cette précision. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un fabricant français de bus à hydrogène. C'est une société qui n'est pas sur le territoire, mais en tout cas qui est en France, dans le sud, en Occitanie. Et ce qu'on peut dire également, c'est que c'est tombé hier. Renault a monté une joint venture avec un fabricant américain de piles à combustible, Plug Power, avec la volonté de localiser en France, en tout cas, cette activité, ce qui prouve qu'au moins sur un plan industriel, à défaut de faire des véhicules, au moins une partie est faite en France. Bruno Jamet, peut-être une autre question de la part du chat ? Le bilan environnemental, donc par rapport à la batterie d'un véhicule à hydrogène. Peut-être Daniel Issel peut dire un petit mot là-dessus. C'est une question qui revient souvent par rapport au bilan environnemental. Alors déjà, c'est une excellente question parce que c'est exactement ce qui nous intéresse également aujourd'hui dans nos laboratoires de recherche. Pour information, on vient de lancer un projet avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, l'IFPEN, sur ces questions d'analyse en cycle de vie et de bilan global sur l'ensemble du cycle de vie des solutions hydrogène versus les solutions notamment existantes type batterie ou autres. Il y a également un rapport de l'ADEME qui est paru, je crois, il y a 2 jours, justement sur ces questions-là, qu'on peut consulter puisqu'il est disponible et qui donne quand même des premières tendances qui soulignent l'intérêt de ces solutions sur l'ensemble du cycle de vie. Bon, voilà qui est intéressant. Une autre question peut-être, Bruno ? Pas pour le moment. Alors, puisque Christophe Gossin est revenu parmi nous, j'espère qu'il est toujours en ligne avec nous depuis donc l'Arabie Saoudite. Alors, on parlait du Dakar, on a montré la photo du camion. Donc ça, c'est une belle aventure pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. Hier soir était annoncé par les dirigeants du Dakar le verdissement du Dakar et leur perspective à 10 ans, mais des perspectives plus courtes à 3-4 ans. Donc c'est Dakar Future qui a été présenté hier à l'ensemble du bivouac. C'est à peu près 3000 personnes qui se déplacent à l'occasion du Dakar et les organisateurs savent
très bien que l'ensemble du sport automobile, que ce soit la Formule 1 ou d'autres encore événements, sont amenés à changer ou sinon à s'arrêter. Ils ont tous cette velléité de pouvoir faire du vert. Donc il y avait un message assez puissant hier soir, repris par l'ensemble des télévisions. Il y a pas loin de 250 télévisions qui sont présentes sur le Dakar. Alors tout le monde ne regarde pas forcément la télé, mais vous aviez des témoignages de Mike Horn, par exemple, aventurier, qui pousse aussi son objectif de pouvoir laisser un héritage et de pouvoir donc contribuer à faire changer les choses. Encore une fois, tout de suite, ne pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec un véhicule hydrogène, justement. Voilà, alors avec un véhicule hydrogène, puisque encore une fois, il y a toujours des batteries. Hein, le véhicule que vous avez montré à l'instant, on va changer le moteur qui est entre les roues. Hein, on va enlever le moteur thermique pour mettre un moteur électrique. Et puis, on a sur le camion la place pour pouvoir mettre des cuves. On espère bien j'espère que ce sera peut-être Faurecia qui pourrait être notre partenaire sur le sujet. Donc mettre des cuves, on peut en mettre beaucoup sur un camion. Et notre objectif, c'est pas seulement de faire un exploit sportif, mais c'est aussi de montrer la performance du véhicule et bien sûr la performance dans un milieu qui est assez hostile, hein, puisque on a toutes les composantes. Donc on veut montrer la sûreté de fonctionnement, ce qui a été expliqué tout à l'heure, le fait que les produits sont bons à consommer, ils ont été labellisés, ils sont aux normes, il y a eu les organismes de contrôle différents sont passés par là. On veut montrer aussi la facilité de remplissage et puis bien sûr contribuer encore une fois à fédérer l'ensemble des aventuriers du Dakar. C'est une grande famille. Ils sont tous conscients qu'il faut changer avec le timing d'ici 2, 3, 4, 5 ans et que tous ensemble, encore une fois, on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire que aujourd'hui, la technologie, toutes les technologies existent. Donc bien sûr, il y a des degrés de maturité en termes d'industrialisation qui sont plus ou moins avancés, mais c'est avant tout un défi humain. Et les défis humains, on sait les relever, hein, on est capable de faire des choses incroyables. Et encore une fois, nous, ça sera l'idée toujours de prendre plaisir à la conduite, d'être les aventuriers en quelque sorte de demain, mais avec des véhicules propres. Et donc, pour finir, on pense concourir entre 3 et 5 véhicules, donc des tracteurs, encore une fois, pour faire le Paris-Dakar, avec l'idée aussi de pouvoir, en Franche-Comté, puisque ces véhicules sont fabriqués à Héricourt, et bien que l'ensemble des laboratoires, l'ensemble de l'écosystème puisse participer. Ça sera un vrai laboratoire, ce tracteur. On pourra l'utiliser à différents usages. Merci à tous pour cette session. On va prendre un petit peu de hauteur pour parler de l'avion à hydrogène. Et nous accueillons sur ce plateau David Galzo. Vous êtes le président d'Avion Mauboussin. Bonjour. Bonjour à tous. Avion Mauboussin, donc une marque que vous faites renaître qui date des années 30, je crois d'ailleurs. Oui, Avion Mauboussin a été créé la première fois vers la fin des années 20 pour développer une gamme d'avions qui allait devenir l'aviation populaire en fait. L'objectif de son créateur était de rendre l'aviation accessible au plus grand nombre et il nous a semblé que c'était une jolie marque à faire renaître au XXIe siècle avec de nouvelles valeurs écologiques. Et vous la faites revivre donc avec des technologies, d'abord avion hybride et puis dans un deuxième temps avec de l'hydrogène. Voilà, chez Avion Mauboussin, on veut décarboner l'aviation, mais également lui donner de nouveaux usages et donner en particulier aux régions une accessibilité aérienne qu'elles ont eue ou qu'elles n'ont pas eue et qu'elles ont perdue, mais qui va permettre de nouveaux usages pour l'aviation et des transports plus faciles. Et dans un premier temps, nous allons utiliser pour la propulsion une technologie hybride, car nous voulons arriver rapidement sur le marché. Mais nous travaillons très fort, et depuis 2 ans en fait, à convertir très rapidement cette propulsion à l'hydrogène. Alors il y a 2 modèles en préparation. Le premier, c'est un petit avion
Biplace, je crois. C'est ça. Voilà. On va voir la vidéo parce que c'est une petite animation qui montre j'allais dire ce véhicule. C'en est un, c'est un véhicule après tout. C'est un avion. Et l'horizon de temps, c'est à quelle échéance? Alors sur ce premier modèle biplace qui s'appelle Alérion, l'horizon c'est le premier vol en 2022. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Donc cet avion biplace a pour ambition de voler en l'année 2022 et d'être ensuite certifié, industrialisé et mis sur le marché fin 2024 afin de permettre de transporter 2 personnes rapidement, en confort et de la façon la plus écologique possible, avec en particulier un décollage et un atterrissage réalisé intégralement en mode électrique qui vont permettre de supprimer toutes les nuisances pour les riverains des aérodromes et également, bien entendu, de diminuer la consommation totale qui restera de carburant fossile dans un premier temps. Alors l'intégration de l'hydrogène, vous la voyez comment à bord d'un avion de ce type? Alors l'intégration de l'hydrogène, on la voit sous la forme de l'utilisation des technologies qui a déjà fait ses preuves en aéronautique, qui est la turbine, et en remplaçant le kérosène qui est consommé aujourd'hui par les turbines par de l'hydrogène, peut-être sous forme liquide, peut-être sous forme gazeuse, les arbitrages ne sont pas encore tout à fait terminés, de façon à garantir une extrême légèreté. On a beaucoup parlé de poids, notamment côté batterie jusqu'à présent, et l'hydrogène est plus léger que les batteries, mais nous avons des particularités dans l'aviation où nous devons être particulièrement légers. Alors il y a un autre avion, on va voir la photo, un bel avion dans les nuages. Celui-ci, c'est un avion de transport, c'est ça la différence. Voilà, celui-ci, s'appelle Alcyon et c'est un avion d'affaires en fait. Il est destiné à permettre à une équipe de 5 personnes de se déplacer sur 1500 km maximum à 370 km/h pour aller présenter un produit, rencontrer des clients, des prospects, des fournisseurs ou transporter du fret, pourquoi pas également des transports médicaux. Toujours en atterrissant et en décollant de façon très courte sur des petites pistes, donc pas besoin de grands aéroports, on peut décoller à côté de chez soi, se poser à côté de chez soi, et également dans une grande notion de confort. Et donc avec des mêmes technologies qui seraient appliquées sur cet avion? Voilà, nous utilisons les mêmes technologies, que ce soit pour la structure de l'avion, qui sera en matériaux composites naturels, que pour la poste de pilotage, et également bien sûr pour la propulsion hybride puis hydrogène. Alors on sait que l'an dernier, puisque c'était en 2020, il y a eu un plan de relance sur l'aéronautique et qui a la volonté de faire un avion zéro carbone à horizon 2035, même un avion à hydrogène. On en parle beaucoup avec Airbus notamment. Oui, effectivement, la rentrée 2020, Airbus a annoncé la sortie d'une gamme d'avions qui, à horizon 2035 à leur échelle. Nous voulons aller un petit peu plus vite. Nous voulons être des pionniers sur ce secteur-là et nous voulons pouvoir proposer à partir de 2026 ou 2027 une option hydrogène sur l'ensemble de notre gamme. Alors aujourd'hui, il y a un écosystème qui est autour de la région. Donc est-ce que justement vous discutez avec les différents partenaires potentiels, qu'ils soient académiques ou industriels? Alors effectivement, on discute et on discute depuis presque 2 ans. On a réalisé un certain nombre de développements en association avec le laboratoire FC Lab qui est installé à côté de nous, ou bien nous sommes installés à côté de lui, puisqu'on est arrivé un peu après. On est arrivé en 2017 à Belfort, à 200 mètres de ces installations. Et on travaille également avec des entreprises qui pourraient devenir des partenaires, des fournisseurs sur tout ou partie de nos avions, et en particulier la propulsion, et en particulier l'hydrogène, bien sûr. Très bien, merci. Je pose la question à Bruno Jamet. Est-ce qu'on a des questions sur le chat qui concernent l'aviation à hydrogène? Alors des questions, alors où est fait le développement, comment vont se passer les tests, enfin, en gros le calendrier et l'équipe est installée principalement à Belfort, on a une dizaine de collaborateurs aujourd'hui. On a également des collaborateurs qui travaillent à distance depuis Paris ou depuis Toulouse sur certains aspects du développement, notamment commercial, notamment financier, notamment stratégique. Notre ambition, c'est d'être installé sur un aérodrome dans l'aire urbaine, dans le Nord-Franche-Comté à horizon 2022, pour pouvoir y construire le prototype afin qu'il vole à côté d'ici à la fin de cette année-là. Voilà. Merci. Autre question, Bruno Jamet, en provenance du chat? Pas d'autres questions. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de projets autour de l'aéronautique. Il y a les drones, par exemple, et puis des avions à hydrogène. On en entend parler assez fréquemment pour des petits avions. Alors effectivement, le mouvement de décarbonation de l'aviation est bien lancé, et en particulier l'hydrogène présente la capacité d'avoir une bien meilleure compacité que les batteries, et ce qui permet évidemment à tous ceux qui veulent faire des missions avec des rayons d'action, avec des charges utiles et avec des vitesses réalistes, de remplacer les carburants traditionnels, non pas par des batteries, mais par de l'hydrogène qui est bien plus performant de ce point de vue-là.
David Guelzo, merci. On va s'intéresser à présent aux applications stationnaires. Et retour donc à Sébastien Fèvre de H26. Alors je le disais, votre produit d'appel, donc ce fameux générateur, ce groupe électrogène à hydrogène, il peut servir notamment pour des chantiers par exemple, parce qu'en fait il y a des normes. Aujourd'hui ces groupes électrogènes ils sont diesel et au cœur des villes, eh bien, de plus en plus ça va devenir intenable pour certains fabricants. Oui, alors il y a des normes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a mentionné depuis le début de cette conférence, mais il y a également un point très très important et un avantage en termes d'usage, c'est que les groupes électrogènes à hydrogène, comme ceux qu'on conçoit et qu'on fabrique chez H26, ils sont complètement silencieux. Donc ça permet également d'apporter un confort d'utilisation et notamment voilà, sur des applications particulières. On a eu en plus des demandes effectivement pour les chantiers, des gens qui font du tournage de films. Voilà, donc là... surtout si c'est un tournage nocturne, il s'agit de ne pas réveiller les voisins quand même. Exactement, voilà. Donc là l'avantage d'hydrogène est tout de suite perçu par l'ingénieur du son et par l'ensemble de l'équipe technique. Et en plus, effectivement, en termes d'éthique par rapport à un tournage, par rapport aussi au fait comme l'a dit Christophe Gossin, c'est maintenant qu'il faut agir parce que c'est maintenant que ça se passe voilà, pour réduire nos émissions de CO2. Donc partout où on peut remplacer les énergies fossiles, il faut le faire. Et grâce à ces générateurs portables qui vous permettent d'avoir de l'électricité là où vous en avez besoin, sur un chantier, sur un tournage de film, sur de l'événementiel culturel ou sportif. Et on voit justement cet équipement qui s'appelle le Boxy. Voilà. C'est la grosse boîte jaune qu'on voit ici. C'est ça. Donc là, on est vraiment précurseur sur ce marché-là. Là, ce qu'on voit à l'image, c'est des applications qui ont lieu notamment au Parc du Saint-Cloud à Paris, sur des événements... c'est pour de la musique, par exemple. Hein. Voilà, pour de la musique. Ou alors pour la Fête des Lumières à Lyon, où là, en fait, on a mis à disposition ce type de générateur pour des artistes qui avaient fait des œuvres lumineuses. Et du coup, on alimentait ces œuvres lumineuses avec nos groupes électrogènes en plein milieu du centre-ville, 24 heures sur 24, sans émission de CO2 et sans bruit. Alors, pour un groupe de rock, brancher ses guitares et ses amplis sur un groupe H2, ça serait sympa, non? Oui, alors on a notamment déjà fourni ce type d'appareil pour les Eurockéennes à Belfort en 2019 et effectivement, il y a d'autres groupes qui ont fait la une de journaux. Tout l'a fait avec voilà. Toyota Mirai. Tout à fait. Incroyable, ils ont fait ça au Japon. Exactement, donc c'est là qu'on voit également l'engouement, c'est-à-dire le lien avec le grand public, si on peut dire. C'est-à-dire que oui, dans la vie de tous les jours, l'hydrogène, on peut complètement arriver à voir comment l'utiliser et à quoi il sert sur des concerts notamment où en pleine nature, on n'a plus envie de voir des groupes diesel et des groupes essence tourner parce que ce n'est pas ça qu'on veut pour notre planète et pour les générations futures. Alors, il y a aussi un autre aspect, vous avez parlé du cinéma, on a parlé de la musique, mais les Jeux, ne serait-ce que les Jeux Olympiques par exemple. Alors, je ne suis pas sûr que les Jeux Olympiques auront lieu à Belfort prochainement, mais en tout cas, les Jeux de plus en plus, il y en a. Et puis, vous avez déjà fourni ce matériel pour justement des Jeux qui se déroulaient en pleine nature. Oui, toujours dans la région Brogne-Franche-Comté, à Vesoul, en fait, on a fourni des groupes électrogènes pour les Jeux internationaux de la jeunesse. Et là, en fait, il y avait plusieurs activités sportives qui nécessitaient du chronométrage et de la mesure, notamment des courses de VTT ou des courses de canoë à proximité des rivières. Et donc là, effectivement, la gamme Boxy permet d'alimenter en électricité au milieu de la forêt ou à côté du torrent pour les kayaks. Et effectivement, on commence à se positionner pour pouvoir apporter des solutions pour les JO 2024, puisque bien évidemment, il y aura des choses qui vont se passer à Paris, mais il y a d'autres compétitions sportives qui vont se passer en France, mais sur des lieux qui se prêtent à la manifestation sportive en tant que telle. Si c'est autour du nautique ou autour de la course à pied ou du vélo, il faut également pouvoir amener de l'électricité à l'endroit de la manifestation.
Merci. Je me tourne à présent vers Bruno Jamet. Est-ce qu'on a des questions en provenance du chat pour ceux qui suivent cette émission? Alors, question technique, quelle est la différence de poids entre un groupe électrogène hydrogène et un groupe classique qui tourne au diesel? Alors, on est sur des équivalences en termes de poids pour ce qui concerne le matériel. Ils vont être un peu plus volumineux dans le sens où on a besoin d'avoir la réserve d'hydrogène. Et aujourd'hui, la réserve d'hydrogène qui vient du coup alimenter ce groupe électrogène-là, elle est stockée dans des réservoirs sous pression, comme on l'a évoqué précédemment. Là, on utilise des technologies qui sont très très proches de ce qu'on utilise pour la mobilité. Et on va stocker l'hydrogène à 350 bars, voire dans le futur à 700 bars. Ces pressions-là nous permettent d'avoir de très bonnes autonomies, mais demandent un petit peu plus de volume. Voilà. Mais en termes de masse, on est sur des choses qui sont peu ou prou de la même masse que ce qu'on trouve sur les technologies thermiques. Merci Bruno. Est-ce qu'on a d'autres questions du chat? Alors, est-ce qu'il y a des applications sur bateau? On a parlé de camions de pompiers. Est-ce que vous avez été sollicité pour, pareil, fournir de l'énergie à bord de bateaux? Alors, on a ces sollicitations-là, effectivement, pour venir équiper des bateaux. Donc, soit faire du rétrofit, c'est-à-dire qu'on a un bateau existant avec un moteur thermique et on garde la coque du bateau, on garde les éléments et on vient faire de l'hydrogène. Donc, on a fait quelques prototypes pour des clients, notamment du côté de Monaco et de Nice. Il y a chaque année le Energy Boat Challenge, donc on a fourni des équipements H2.6 pour pouvoir convertir les bateaux en version hydrogène. On a également des demandes qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle nous dans notre jargon autour du fluvial, parce que on voit que finalement ce mode de transport-là, il est quand même à l'ordre du jour, parce que c'est aussi une manière d'échanger des biens, mais du coup sur des fleuves. Voilà. Alors ça peut être soit pour du transport de biens et sur lequel il n'y a pas des nécessités de délai qui sont très très importantes, mais on va plutôt prendre son temps et respecter l'environnement, ou alors pour du fluvial qui concerne tout ce qui est le tourisme. Voilà. Donc la visite de certains endroits sur des fleuves ou sur des rivières, où là pareil, le touriste fait attention à son empreinte carbone, et lorsqu'il veut aller faire une balade en bateau sur tel ou tel fleuve, on peut citer par exemple, nous dans notre région, on a le Saut du Doubs, voilà, il y a aussi des choses du côté de Dole au niveau touristique qui sont très très agréables. Là en fait, si on veut avoir des excursions d'une durée intéressante, sans émission de CO2, on va se tourner vers des solutions hydrogène. Merci, je propose qu'on aborde maintenant la dernière partie de cette émission, le défi de la formation. Et nous retrouvons notre expert, donc Daniel Issel, donc du CNRS. Alors, on peut parler de l'Université de Franche-Comté parce qu'effectivement, il faut des compétences de pointe. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette formation qualifiante, elle est déjà là quelque part sur le territoire. Alors oui, tout à fait. Alors on a vu ici des interventions, on a entendu des interventions de différents industriels qui laissent imaginer des futurs très, très encourageants pour l'hydrogène. Et effectivement, on va avoir besoin, et on a déjà besoin, de beaucoup d'expertise et de beaucoup de ressources humaines pour accompagner ces développements. Alors c'est une question qu'on s'est posée, et je prends un instant ma casquette de professeur à l'Université de Franche-Comté, on s'est posé la question très tôt, puisque dès 2014, on a ouvert un cursus ici à Belfort, un cursus de master en ingénierie, donc c'est-à-dire une formation diplômante, sélective, sur 5 ans, à partir du bac, dans le domaine de l'hydrogène énergie et de l'efficacité énergétique, et avec en plus un cursus un peu particulier où les étudiants sont intégrés dans les laboratoires de recherche dès leur bac +1 pour qu'ils soient acculturés à ces technologies de l'hydrogène énergie. La première promotion est sortie dès 2019, donc on était là encore, dans cette région, les pionniers au moins au niveau national dans ce domaine de la formation. Alors c'est vrai que demain il y aura des nouveaux métiers, donc ça veut dire des ingénieurs, il y a donc des débouchés presque assurés finalement.
Tout à fait. Alors, les premiers étudiants diplômés de cette formation ont évidemment tous trouvé un emploi, voire même avant d'avoir fini leur formation. Donc, on répond bien aux attentes finalement du milieu industriel. J'en profite, on est bientôt en ouverture de Parcoursup pour faire un appel du pied aux lycéens de terminale qui pourraient être intéressés par cet enjeu de l'hydrogène, par cette aventure quelque part de l'hydrogène. Il y a vraiment des places à prendre et des métiers très intéressants à envisager. Alors, on l'a envisagé évidemment là au niveau Bac+5, on l'envisage bien sûr dans nos laboratoires au niveau doctorat, donc Bac+8, mais les analyses qui ont été conduites sur différents territoires au niveau national, au niveau international, je pense notamment à une étude qui a été menée en Occitanie, montrent également que les besoins sont aussi très importants au niveau bac, au niveau bac professionnel, au niveau bachelor, donc Bac+3 aujourd'hui, donc dans des formations de techniciens, d'ouvriers spécialisés. Il y a également d'énormes demandes dans ces domaines-là. Et là encore, la région Bourgogne-Franche-Comté s'était engagée il y a déjà de nombreuses années, je vais dire, dans ce défi de la formation, donc au niveau lycée, puisque la région avait porté un programme qui vise à équiper un certain nombre de lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté avec des objets pédagogiques autour de l'hydrogène énergie, un projet porté par la société MyTech, ici en région. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va le découvrir en vidéo, puisqu'on est allé tourner à Dole. Voici un reportage réalisé par l'AER, l'Agence économique régionale. Voilà, Daniel Issel voulait commenter pendant le film, mais son micro était coupé malheureusement. Alors Daniel, donc, juste en un mot, qu'est-ce qu'on a vu concrètement à ces images? Alors on a vu effectivement le véhicule tel qu'il est proposé, qui est en fait une déclinaison d'un véhicule qui avait été au départ déployé, développé dans le cadre d'un projet européen pour la Poste. Donc c'est un véhicule électrique à hydrogène. Et puis, par ailleurs, on a vu également l'outil de production d'hydrogène, ce qu'on appelle l'électrolyseur, qui permet de recharger le véhicule. Alors, ces véhicules sont à la fois des outils, un objet, un quadricycle à moteur qui peut être utilisé comme véhicule de service au sein des lycées, puisque là, ils sont implantés dans les lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais également, finalement, un outil pédagogique, parce qu'ils sont instrumentés et servent finalement d'outils de travaux pratiques pour les lycéens de ces établissements. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge? Bon, là, on parle du lycée, vous avez parlé de master tout à l'heure. Suggérer des gadgets dans Pif Gadgets, parce que le magazine vient de sortir à nouveau. Alors, pourquoi pas. Mais effectivement, il y a également une action qu'on a lancée, alors ici à l'échelle de notre territoire, encore une fois, où on demande à nos étudiants de niveau licence 3, donc Bac+3, d'intervenir en accompagnement et évidemment sous le contrôle des professeurs des écoles pour sensibiliser au plus tôt nos petits enfants qui sont au primaire sur ces questions de l'énergie, de l'hydrogène énergie, parce que finalement ce sont les meilleurs ambassadeurs auprès de leurs parents, auprès du grand public finalement, de tous ces enjeux qui sont liés à ces transformations énergétiques, ces transformations sociétales pour le futur.
En tout cas, ça rappelle quelques cours de physique au niveau 4e, je crois, à l'époque en tout cas. Bruno Jamet, je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce qu'on a des questions sur le chat par rapport à la formation ? Pas de questions. Eh bien, en tout cas, Daniel Issel, merci pour cet éclairage. On arrive en fait à la fin de cette émission. Et j'aimerais justement que le mot de conclusion revienne à Madame Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque la formation, c'est quelque chose qui est important aussi dans votre feuille de route par rapport à l'hydrogène. Oui, pour tout, la formation, c'est l'investissement d'avenir. D'avenir sans formation, il n'y a pas de liberté d'entreprendre sans formation, il n'y a pas de liberté tout court sans formation. C'est vraiment capital. Et donc, l'hydrogène n'échappe pas à cela. Et vous avez posé la question de comment on peut sensibiliser les plus jeunes. En tout cas, nous, on a voulu sensibiliser les lycéens à cette question parce que le champ des possibles est immense. Et je me réjouis que notre région soit vraiment... grâce à ces entrepreneurs, grâce à ces chercheurs, grâce à ces écoles, grâce à ces villes qui vont de l'avant, soit vraiment à la pointe de cette démarche d'avenir. Merci Madame Dufay. Entre-temps, on a perdu l'image, mais par contre, on vous entendait très bien. Daniel Issel, vous voulez rajouter un petit mot ? Oui, juste un élément, toujours dans le cadre de la formation. On a parlé de la formation initiale. Il y a également la formation continue et la formation tout au long de la vie qui sont très importantes. Et je souligne que nous avons été également lauréats sur ce territoire d'un campus des métiers et des qualifications qui s'appelle Mobicampus, porté par l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, avec les acteurs territoriaux, les lycées, l'Université de Franche-Comté, mais également les industriels du secteur. Il y avait Forestia, H2SIS et Rougeau Énergie. Et là, l'idée, c'est d'accompagner également dans le cadre de la formation tout au long de la vie les entreprises qui souhaitent finalement acculturer, former leur personnel à ces nouvelles technologies. Merci à l'ensemble des intervenants, merci à ceux et celles qui ont aidé à préparer. Merci également à la technique du côté de TNT Productions. On a largement débordé ce matin, là on finit qu'un petit peu d'avance. C'est ma façon à moi de me rattraper. Je vous dis en tout cas à demain pour une troisième et dernière conférence dans le cadre de Hydrogen Business for Climate Connect. Bonsoir à tous.